Alors 66.5, c'est le titre d'un article de loi qui protège la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients. En fait, c'était pas du tout ce titre-là au départ. On a eu un titre de travail pendant très longtemps. C'était à vif. Voilà, pour tout vous dire, parce que je trouvais que ça correspondait bien au caractère de l'héroïne et puis ça disait vraiment des choses sur son tempérament. Et puis peu à peu, quand le développement s'est achevé, on a cherché un titre qui correspondait maintenant à ce qu'était devenu l'objet fini de la série. Et voilà, et ça permet comme ça aux journalistes de poser des questions. Alors le personnage, en fait tout est venu du personnage. Je venais de terminer Engrenage et j'avais passé quand même 11 ans sur Engrenage et j'ai eu énormément de mal à m'extraire des personnages d'Engrenage. Et par conséquent, j'ai voulu faire un pas de côté et traiter d'un aspect de la justice qui était sous-représenté dans Engrenage et notamment l'univers des avocats pénalistes. J'avais aussi l'ambition de raconter l'émancipation d'une femme et c'est pour ça qu'en fait on est parti d'une jeune avocate en fait, qui démarre et qui, au moment où sa carrière, pense-t-elle, va pouvoir démarrer, elle est interrompue net à cause des accusations de viol sur son mari. L'intrigue concernant le mari, elle est arrivée bien après. J'avais pas trouvé l'élément déclencheur qui allait la faire retourner en banlieue. Et ça me manquait. Je trouvais pas ce mouvement-là. On était dans l'ère MeToo, j'ai commencé à écrire en 2017. Je ne savais pas comment l'utiliser dans la série et j'avais très envie, je pouvais pas ne pas faire l'impasse sur ce mouvement assez historique. Un jour, je me suis dit, mais on parle beaucoup des victimes de viol, on parle beaucoup des agresseurs, mais on parle peu des femmes dont les maris sont accusés. Et ça m'intéressait d'avoir ce personnage qui, du jour au lendemain, voit sa vie qui s'effondre parce que son mari fait partie des hommes qui sont accusés d'agression sexuelle. Mais en même temps, je ne voulais pas traiter du tout cette affaire-là. Donc elle est en hors-champ et c'était un peu aussi le pari, c'était complètement voulu, hein, c'était de démarrer cette série sur une affaire MeToo, ce qui est en fait un faux MeToo finalement, et d'emmener l'héroïne ailleurs. En fait, la série, c'est pas est-ce que Samuel Bauer a oui ou non violé cette fille. Pour moi, c'est plus savoir comment une jeune femme de 30 ans qui s'est construit toute une nouvelle vie, notamment avec cet homme-là, voit sa vie justement s'effondrer à partir du moment où lui, il est accusé de viol. Je trouve que très souvent, c'est vu plutôt du point de vue ou bien de la victime ou bien de l'accusé, pardon. Et là, en l'occurrence, c'est vu du point de vue de la femme de l'accusé. Et c'est vrai qu'on oublie souvent. Alors que oui, très souvent, il arrive que ces hommes qui sont accusés de viol aient une femme. Et comment elle traverse ça, comment on deal avec ça. Puis qu'est-ce que ça vient aussi provoquer chez nous, surtout là, en l'occurrence, Roxane. Enfin, je veux dire, les bras l'entourent. Elle le croit vraiment innocent. Puis elle n'a que 30 ans. Donc comment tu gères ça, en fait, dans ta vie ? Ce que ça représente d'assez génial, c'est qu'on est là du début à la fin. Pour un scénariste, c'est quand même assez formidable de pouvoir être là à la naissance d'un projet, de l'accompagner dans l'écriture. On voit vraiment la série avancer, se fabriquer, grandir, évoluer. J'avais pas forcément les mêmes idées au moment de l'écriture des scènes que Danielle quand elle a filmé, par exemple. Et c'est la confrontation de toutes nos sensibilités qui fait qu'à l'arrivée, en fait, on s'enrichit énormément et que le projet s'est enrichi. Plusieurs choses. La première, l'opportunité de pouvoir interpréter le personnage principal de l'une de ces séries-là. C'est vrai que pour moi, je l'ai vu comme un honneur. J'ai adoré évidemment le personnage de Roxane. C'est un très beau portrait de jeune femme de ma génération d'aujourd'hui. C'est une jeune femme qui est forte, sensible, qui se bat pour obtenir ce qu'elle veut. Avec sa dualité aussi, le fait qu'elle vienne d'un milieu un peu plus précaire, qu'elle soit née et qu'elle ait grandi dans une cité, qu'elle évolue ensuite dans un milieu plus bourgeois parisien. Et aussi le fait que ce soit mis en scène par Daniel Arbid et Keren Ben Raphaël qui viennent du cinéma plus d'auteurs. J'ai trouvé très intéressant de faire cette association de la série pour Canal+, avec L2 à la réalisation, que ce soit écrit aussi par Anne Landois, dont on connaît les talents de scénariste. Pour ce qui est de l'aspect son métier d'avocate, j'ai été assistée notamment à des comparutions immédiates au tribunal de Bobigny. J'étais assez frappée par la jeunesse des magistrats, des avocats, parce que c'est vrai que quand j'ai lu pour la première fois la série, je me suis dit mais est-ce que je vais être crédible dans le rôle d'une avocate pénaliste? Est-ce que je suis pas trop jeune? Et je me suis vite aperçue que c'est ce qu'on nous a souvent montré en fait dans les séries juridiques ou dans les films, avec une génération souvent au-dessus en fait, avec des personnes plus âgées. Donc
Donc j'ai été assister à ces comparutions immédiates. Après, c'est vrai que pour tout ce qui était des termes juridiques, moi c'est vrai que c'est un univers qui m'était totalement étranger, donc je m'en suis toujours référée à Anne, la scénariste, ou à Clarisse Serre aussi, qui a été consultante, qui est avocate pénaliste, et qui était aussi présente souvent pendant le tournage. Et après, pour tout le reste, pour ce qui est plus de sa vie personnelle, je me suis inspirée plus des femmes qui m'entourent. C'est vrai qu'elle a pu me faire penser à certaines femmes que je côtoie au quotidien, et je me suis souvent demandé comment elle agirait, comment elle réagirait, qu'est-ce qu'elle penserait dans telle ou telle situation. Alors, je ne l'avais pas du tout en tête à ce moment-là, mais il se trouve que j'avais vu en cours d'écriture, j'étais déjà presque à la fin de l'écriture, et j'avais vu La surface de réparation, où elle jouait avec Gastambide, avec Franck Gastambide. J'avais trouvé ce film formidable, et formidable dans le sens où d'abord ça parlait de la banlieue, mais telle qu'on la connaît, là pour le coup, mais quand même dans le milieu du foot, c'était assez original, et puis il y avait cette Alice Isaz au milieu qui était une sorte d'électron libre aussi, qui cherchait sa place, qui cherchait comment gagner de l'argent. Elle était débordante d'énergie. Je l'ai gardée dans un coin de ma tête. Et puis, quand Frédéric Amand, qui est la directrice de casting, est venue nous proposer plusieurs noms, dont Alice Isaz, là, je me suis dit, alors là, si on est deux à penser à Alice Isaz, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors là, pour le coup, je trouve que dans la série, justement, elle baigne quand même principalement dans un milieu d'hommes. C'est vrai que du côté de la fabrication, que ce soit Anne à l'écriture, que ce soit Daniel ou Keren à la réalisation, effectivement, c'était principalement des femmes. Mais c'est vrai que Roxane, elle évolue quand même dans un milieu d'hommes, aussi bien dans la première partie, dans ce cabinet d'affaires parisien, et ensuite dans la deuxième partie, quand elle est à nouveau à Bobigny, il y a quand même beaucoup d'hommes dans les personnes qu'elle défend, les personnes qu'elle côtoie dans la cité. Là où c'était important d'avoir un regard féminin là-dedans, c'est comment cette jeune femme de 30 ans s'impose dans ces milieux d'hommes, comment elle s'en sort. Et c'était chouette justement d'avoir un regard féminin pour raconter ça. Oui, j'ai envie de dire que déjà, quand moi je travaillais sur Engrenage, MeToo n'avait pas eu lieu. Donc ça a été le point de bascule. Les mouvements féministes aussi, qui se sont affirmés, qui se sont organisés aussi différemment. Et j'ai aussi voulu, à travers cette série, parler de plusieurs féminismes, parce que je trouve que, en fait, pour moi, tous les mouvements féministes peuvent cohabiter. Je voulais raconter aussi cette justice qui, aujourd'hui, tient aussi beaucoup de compte des violences faites aux femmes. Donc ça, évidemment, on en tenait beaucoup moins compte avant, même si moi j'ai toujours travaillé sur les violences faites aux femmes et aux enfants, mais je vois bien en fait que c'est traité de façon très différente aujourd'hui. La justice est plus sévère, contrairement à ce qu'on dit, donc ça j'ai pu aussi m'en rendre compte. Je vois bien qu'en fait il y a quelque chose qui a changé, c'est sûr. Alors la représentation de la banlieue du 93, que je connais bien, elle a été, je l'ai beaucoup malmenée dans Engrenage. Elle est souvent grise, c'est surtout des hommes violents qui sont représentés, des gros voyous, il n'y a pas de compromis possible quoi. Là, avec 66.5, elle est inondée de lumière et de chaleur en fait, cette série. On savait qu'on voulait pas faire une série grise. D'ailleurs, on a tourné à l'Abreuvoir, la cité de l'Abreuvoir à Bobigny, et la cité de l'Abreuvoir, les immeubles sont de toutes les couleurs. La tour est verte, ronde, ce qui est complètement improbable comme architecture. Les personnages sont dehors, mettent des chaises à l'extérieur. Enfin, il y a une espèce de vie, une vie communautaire qui est très chaleureuse et qui cassait complètement les codes de la banlieue et de tout ce qu'on avait jusqu'à présent vu. Je dirais que je ne vais pas avoir tendance à comparer des réalisateurs par leur genre, mais plus vraiment par leur proposition artistique, leur identité, tout simplement. C'est sûr que quand on est mise en scène en tant qu'actrice par des réalisatrices, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, peut-être qu'effectivement il y a eu une confiance que je leur ai accordée assez instantanément, parce qu'elles sont des femmes. Je me sentais vraiment en confiance tout de suite. Confiance que parfois j'ai peut-être mis plus de temps à accorder quand je suis mise en scène par un homme. Certainement que ça a lieu. Mais par contre, pour ce qui est de leur travail de metteur en scène, ça c'est que ce soit des femmes ou non, j'ai vraiment vu deux réalisatrices avec des propositions vraiment différentes, des approches différentes, et c'est vrai que ça a fait du bien quand on tourne pendant 5 mois d'avoir les deux. Je trouve que ça vient donner un nouveau souffle quand on change. J'ai envie de dire que Keren, qui a réalisé les 4 derniers épisodes, m'a aussi vachement fait confiance en se disant tu connais mieux Roxane que moi maintenant, parce que tu viens de tourner pendant 2 mois et demi avec Daniel. Donc elle s'est aussi plus appuyée peut-être sur mes propositions. Là où avec Daniel, on était toutes les deux dans un schéma de recherche pour installer ce personnage. Donc l'échange n'était peut-être pas le même.
Alors Clarisse Serre, elle est à l'origine du projet avec moi, parce que comme je vous le disais, quand j'ai quitté Engrenage et que je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une série sur les pénalistes, naturellement je me suis tournée vers Clarisse, puisque Clarisse, elle a été ma consultante sur Engrenage pendant de longues années, et quand je lui ai annoncé que c'était le milieu que je voulais maintenant explorer, elle m'a dit mais super, c'est vachement bien, elle m'a présenté plein de gens, elle m'a surtout emmenée avec elle dans diverses audiences, et surtout elle m'a vraiment parlé des dessous du milieu des pénalistes et puis du métier d'avocat. Elle a beaucoup inspiré en fait la trajectoire de Roxane, puisque elle-même en fait elle avait un cabinet dans le 6e et elle est passée à Bobigny, et c'est une juridiction qu'elle connaît très très bien. Elle défend principalement des hommes accusés des pires choses. Une femme dans un milieu d'hommes, c'était ça aussi que je voulais raconter avec 66.5. Comment je m'en suis emparée pour les renouveler? Je pense en me disant, je ne veux pas refaire ce que j'ai déjà fait. Donc à chaque fois que j'avais une espèce de réflexe, parce que quand on est auteur, on a très souvent des réflexes. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pratiquement pas de flics dans 66.5. Il n'y en a qu'un, avec son adjointe, mais en fait ils sont sous-représentés, mais de façon vraiment volontaire, parce que je ne voulais pas revenir sur un terrain que j'avais déjà exploité. Ça m'a permis de renouveler les codes en me disant, je ne veux pas aller sur des sentiers que j'ai déjà traversé et raconter des histoires que j'avais déjà vues auparavant. Mes séries cultes, alors la première qui me vient à l'esprit c'est The Wire. J'ai adoré Le Bureau des légendes, j'étais vraiment une grande mordue de la série. J'aime beaucoup Hippocrate. La première série que j'ai vraiment dévorée quand j'étais plus jeune, qui m'a vraiment propulsée dans l'univers des séries, c'est L-Word, vraiment. En fait c'est la première fois que, d'abord c'était que des femmes en plus, donc je trouvais ça assez extraordinaire. Dans un univers de lesbiennes qui était jamais représenté, je me suis dit mais c'est dingue tout ce qu'on peut faire en série.